Eh, tu savais pour Matrix ? Déjà Matrix à la base, c'est un projet de bande dessinée, dans lequel les sœurs Wachowski, qui sont scénaristes et réalisatrices, ont foutu littéralement tout ce qui les inspirait depuis toute leur vie dedans. C'était tellement intense et complexe en termes d'idées, qu'avant même la première lecture du scénario, elles ont demandé à Keanu Reeves de lire 3 livres en amont. Evolution Psychology, Out of Control qui parle d'évolution et de robots, et Simulacre et Simulation de Baudrillard, qu'on peut littéralement voir dans le film. Parce qu'elles estimaient que c'était la meilleure manière pour Keanu Reeves de comprendre qui était Neo, et d'appréhender l'univers de la Matrice en général. En particulier la notion de simulacre, qui, selon Baudrillard, est le fait que les objets qu'on perçoit dans le réel sont en fait des purs produits de la simulation. Et faut croire que c'était pas du luxe de faire un peu de lecture avant, parce que la plupart des gens qui ont lu le scénario sans les livres ont absolument rien compris la première fois. Enfin, soit ils comprenaient pas, soit du coup ils pensaient juste que ça serait irréalisable. Typiquement, quand Carrie Ann Moss a lu pour la première fois les cascades qu'elle devrait faire pour jouer Trinity, genre sauter entre des immeubles ou courir sur des murs, elle s'est dit que déjà c'était extrêmement précis, et surtout que ça serait infaisable. Donc, pour la compréhension générale, elles ont décidé de mettre tout pour tout le monde sous forme de storyboard, vu qu'elles venaient de l'univers de la BD, c'était pas trop une tare, et qui était tellement détaillé qu'on aurait dit des tableaux. Elles ont même demandé de l'aide à Geoff Darrow, qui est un dessinateur réputé pour son niveau de détail, de bosser avec elles. Et franchement, quand on regarde des comparaisons storyboard versus set, le niveau de minutie pour tout refaire au trait près dans les décors est dinguissime. On peut essayer de jouer au jeu des 7 différents si vous voulez, mais on risque d'y passer un petit temps tellement c'est identique. Dites-vous que les décors étaient tellement ouf qu'à la fin du tournage, John Gaeta, qui était un des visual effect designers, voulait les recycler en boîte de nuit. Pardon ? Moi, je me suis toujours pas remise de cette information. Donc là, on est en train de nous expliquer qu'il y a des gens dans une dimension parallèle qui dansent et qui boivent des coca-rums à 20 balles pour poser leurs fesses dans le cockpit du Neb. Eh ben, ils ont bien raison, c'est moi qui vous le dis. Petit vénard. Peut-être même que sur place, ils servent du Oli, qui sait. Purée, c'est la transition la plus smooth de ma carrière. Vous le savez si vous me suivez depuis un moment, j'adore le thé. J'en ai littéralement plus de 30 sortes différentes chez moi. À ce stade, c'est clairement une addiction. Donc quand Oli sont venus vers moi pour me proposer de goûter leur iced tea, j'ai bien évidemment dit oui. Oli, c'est une marque d'iced tea et de boissons énergisantes. Sans sucre, sans taurine et avec des arômes et des colorants naturels. La compo est vraiment méga clean. Les boissons sont pas surdosées en sucre comme dans des sodas tradis et pour autant ça a du goût de fou. Et c'est sous forme de poudre à diluer, donc c'est super simple à préparer. Tu prends ton shaker ou ta gourde, tu doses avec la cuillère qui est dans le paquet, tu verses de l'eau, tu secoues, et t'ajoutes tes petits glaçons pour qu'ils soient bien frais. C'est une alternative au soda que je trouve bien plus saine, déjà d'un point de vue nutritionnel, mais aussi d'un point de vue écologique. Parce que vu que tout se fait au shaker, et que pour stocker vous avez des gourdes, vous gaspillez beaucoup moins, forcément. Pour vous donner une idée, un sachet, c'est 66 canettes que vous jeterez pas à la poubelle. Ce qui est, d'après mes calculs personnels, 100% mieux. Comme je vous le disais, ils ont 2 gammes, Iced Tea et Energy. Mon préf, c'est clairement le Lime Matcha Mint Green Tea. Je ne peux que vous le conseiller tellement il est trop bon. J'ai potentiellement développer une petite dépendance à cette chose car il est exquis. Il est super doux, super équilibré, même si vous aimez pas le matcha, en fait vous allez pas le sentir et pour autant vous allez en avoir les effets. Dites-vous que j'ai dû me retenir de pas finir le paquet pour pouvoir faire l'intégration. En termes de consommation, on en est là. Si vous n'arrivez pas à vous décider et que vous trouvez qu'un sachet c'est un trop gros format, vous avez aussi ce qu'ils appellent les packs découvertes. Donc vous avez la gamme Iced Tea et la gamme Energy. Comme ça vous pouvez trouver votre préféré et le tester plusieurs fois. En plus dans les packs vous avez un checker qui est inclus dedans. Bien sûr en passant par le lien dans la description ou avec le code CLARA5 vous avez 5€ de réduction sur votre première commande. Le code est cumulable avec les autres promotions du site. Et quelque part quand vous commandez vous soutenez aussi un peu la chaîne donc c'est très très cool. C'est pas un plan d'insert, hein, c'est vraiment j'ai soif quoi. Et justement, restons sur les tons verts de mon thé préféré. Parce que s'il y a bien une couleur qui ressort à l'image, c'est celle-là. D'ailleurs, pour qu'elle soit le plus intense possible, le choix de matière des vêtements a été super important. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de vinyle, parce que déjà ça coûte moins cher que le cuir, et surtout c'est la matière qui reflète le mieux la lumière. Donc parfait pour avoir des beaux reflets qui ressortent à l'image, et bien gérer l'intensité du vert à l'étalonnage. Teinte verte qui a pas été choisie au hasard, parce que quand on en voit dans une séquence, ça donne l'impression qu'on la regarde depuis un écran d'ordinateur. Et plus loin qu'être esthétique, elle nous permet de différencier la matrice du vrai monde. Comme dans cette séquence où Morpheus explique à Neo son fonctionnement, et où d'ailleurs pour appuyer encore plus le fait que la matrice glitch de temps en temps, ils ont casté un maximum de jumeaux et de triplés pour faire partie de la foule des figurants, en les habillant par famille à l'identique. C'est
très subtil, mais je pense que vous l'aurez compris. Les sœurs Wachowski adorent utiliser le plus d'effets pratiques / SFX possible. Que ce soit de foutre des acteurs dans un mur en plate de 50 cm de large sur 14 mètres de haut, 50 cm, ou bien aller jusqu'à former pendant 4 mois des acteurs qui n'y connaissent rien du tout au kung-fu par l'un des plus grands maîtres du cinéma d'action hongkongais, pour assurer la majorité des scènes de combat. Tant vous dire que lui-même était pas trop rassuré. Déjà parce qu'au début ils étaient tous raides comme des baguettes, donc ça a pris v'là le temps de taffer leur souplesse, et qu'au vu de la tête des combats qui les attendaient, les rendre crédibles comme s'ils avaient fait ça toute leur vie à Hong Kong alors qu'ils sont 4 avec un niveau 0, c'est un peu chaud quoi. Surtout pour eux du coup parce que les entraînements étaient hyper intenses, à tel point que jour 2, Hugo Weaving s'est pété la jambe. Il est allé jusqu'à devoir se faire opérer. Pardon, je sais pas pourquoi je rigole. Parce qu'en fait, il s'était pas juste blessé, il s'est carrément fait un œdème à la moelle de l'os. Je savais même pas que c'était possible. Et encore, c'était pas le pire, parce que le premier jour d'entraînement, Keanu Reeves, qui joue le personnage principal, venait de sortir d'une opération du cou. Plus précisément d'une soudure des 2 cervicales, parce que, je vous le donne en 1000, ses jambes commençaient à se paralyser. Trop pratique pour s'entraîner en tout cas. Donc pendant tous les entraînements, il avait une minerve pour pas avoir trop mal, ce qui fait que 2 mois sur 4, il a travaillé à balle ses coups de poing, mais qu'il a donné aucun coup de pied. Vous imaginez donc bien qu'arrivé sur le Kung Fu 7 où il devait envoyer un triple coup de pied suspendu en l'air sans répétition, il était ravi. À ce stade, même lui, je pense qu'il sait plus combien de prises il a fait tellement il galérait. Et d'autant plus qu'il y avait une grosse différence entre les entraînements et le tournage. Parce qu'à l'entraînement, il n'y avait pas de contact réel entre eux. Mais là, pour que ça soit crédible, il fallait mettre de la force. Ils ont fait ça tellement bien qu'à la fin du tournage, ils avaient tous des bleus ou des marques de harnais. Et celle qui a pris le plus cher de ce côté-là, c'est Carrie-Anne Moss qui jouait Trinity. Elle courait pas sur les murs à la force de son esprit, vous vous en doutez, et apparemment c'était super douloureux à porter. Malgré le fait qu'elle gérait de fou pour quelqu'un qui s'était entraîné depuis aussi peu de mois. Au bout d'un moment, elle était tellement habituée qu'elle a même remplacé sa propre doublure cascade. Pour la séquence où Trinity saute entre les 2 immeubles, à la dernière minute, les sœurs trouvaient que ça serait plus crédible si c'était elle. Et elle se sentait capable, donc elle a d'être ça. En revanche, quand elle a dû refaire la roue contre le mur du hall, c'était une autre paire de manches. Parce que c'est une figure hyper technique, et qu'elle avait pas assez pratiqué pour ça. Ça a été très compliqué parce que le jour même, en répétant juste avant de la faire, elle s'est pété la cheville. Du coup, ils l'ont filmé en 2 prises, l'une pour la roue et l'autre pour la réception. Franchement, tout le monde a pris cher à un moment ou à un autre sur ce tournage. Même Lana s'est pris un coup, parce qu'elle est partie checker un plan d'un peu trop près pendant la séquence du métro. Et justement pendant cette séquence-là, ils ont un peu atteint le summum du danger. Pour la prise où Neo termine dans le kiosque à journaux, ils ont utilisé une machine qui projetait de l'air sous pression, et qui permettait de soulever et de projeter la doublure cascade de Keanu Reeves dans le meuble. Sauf que, le monsieur, il avait beau être professionnel, il a un peu vu les 36 chandelles. Et ça a vraiment fait peur à tout le monde. Bon, ce sera jamais pire comme technique que ce qu'elles avaient prévu à la base pour faire l'effet du bullet time, à savoir, attacher une caméra sur le dos d'un cadreur en le propulsant sur une fusée. Et l'idée est pas si bête, même si totalement déraisonnable. Parce qu'en fait, pour avoir le rendu qu'elles avaient en tête, il fallait pouvoir zoomer très vite, tout en déplaçant la caméra à une vitesse constante et en filmant en slow motion. Et dans l'hypothèse où elle l'aurait fait, en fait, c'est pas du tout pratique. Parce que le temps ne serait-ce que de s'assurer que la cam fait le point, on verrait rien du tout. Si tant est bien sûr qu'elle explose pas dans la manœuvre. Donc, au lieu de potentiellement tuer quelqu'un, merci pour ça, John Gaeta invente avec elle ce qu'on appelle le bullet time. Je n'aurais pas l'outrecuidance d'aller dans le détail de la technique, mais je me dois quand même de vous expliquer ce que c'est et comment ça marche. Le but du bullet time, c'est de créer un instant ralenti, où on devient capable de voir clairement le temps à la vitesse de la lumière et du son. Rien que ça. C'est une technique qui a été développée spécialement pour Matrix et qui avait été jamais vue auparavant. D'un point de vue pratique, tout commence avec une simulation. Purée, j'ai dit le mot interdit. Ils partent des décors réels dont ils extraient la texture et les formes pour ensuite en faire des décors virtuels. Ce qui leur permet de reconstruire l'intégralité du set sans personne dedans. Comme ça, à chaque fois qu'un bullet time était tourné, ils faisaient une prévisualisation pour pouvoir adapter leur manière de filmer et minuter la séquence. Ensuite, ils partent avec les acteurs sur fond vert qui sont entourés de 120 appareils photo et qui prenaient tous en même temps des rafales de la séquence, pendant que 2 autres caméras tournaient en parallèle. Ce qui fait que, en plus des 24 images par seconde de la séquence, ils avaient des images des appareils photo avec des angles différents. Ça permettait de pouvoir choisir dans la séquence filmée n'importe quel moment réel écoulé photographié, et de créer numériquement des dérivés de vraies images à partir des images capturées. C'est ce qu'on appelle de l'interpolation. Des images créées entre des images prises, dans lesquelles ils pouvaient se balader comme ils voulaient, pour rendre les mouvements plus courts ou plus longs, et de donner l'impression de compresser plus ou moins le temps. Donc pas de vraies balles tirées sur Keanu Reeves ici, vous l'aurez compris, mais en revanche sur les réals, oui.
Bon, je vous rassure, ils l'ont pas fait sur toutes. Genre quand Neo défonce la vitre pour sauver Morpheus, c'est pas des vraies balles, désolé. Mais une fenêtre déjà prédécoupée, et où pour imiter les tirs de mitrailleuse, des centaines de Sarbacane projetaient très vite du sable. D'ailleurs, la vue qu'on voit juste derrière l'hélicoptère, c'est un cyclorama géant. Donc une immense toile suspendue, une des plus grandes du monde imprimée à ce moment-là, qu'ils ont générée par ordinateur, en se basant sur la vue de Sydney sans que ça soit trop Sydney non plus. Déjà parce qu'il fallait surtout pas qu'on voit l'opéra ou le pont de Sydney, parce que ça coûte très très cher, et plus loin que ça parce que la ville dans le film est censée être générée par la matrice, donc elle est pas réelle. Comme l'hélicoptère, c'était pas exactement un vrai non plus. Sur le plateau, il était plus léger, et il avait pas de pale. Et le plus dur avec lui d'ailleurs, c'est quand il a fallu l'exploser. Enfin surtout exploser la vitre derrière en cercle et de manière croissante. C'était super compliqué à mettre en place parce qu'il fallait déterminer quel explosif, quel verre utiliser, quelle trajectoire. Donc ils ont mis 3 mois à tout préparer. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est que derrière le verre, ils ont mis des cercles concentriques. Et ils les ont fait exploser à différents timings. Ensuite, ils ont construit un mur en verre pour les fenêtres, avec un fond vert autour, et ils ont ramené un hélico à échelle 1/4, qu'ils ont monté sur un bras vert. Et tadam, voilà le résultat. Heureusement que Keanu Reeves a pas dû commencer par cette cascade-là en arrivant en Australie, sinon ça aurait été encore plus un enfer. Parce que oui, du coup, la majorité du tournage était là-bas, ils y sont restés 5 mois, et le premier jour de tournage, Keanu Reeves s'est rendu compte que sa soudure ne prenait pas. Let's go! Donc il a fallu tout annuler, enfin du moins revoir tout le plan de travail, pour qu'il tourne ce qui était le plus calme en premier. Du coup, ils sont plutôt partis sur la salle d'interrogatoire, où il a vraiment eu la bouche collée. On lui a posé une prothèse qu'il a dû porter pendant 5 heures, et en fait, c'était pas prévu que ça soit si long. Donc niveau communication, il a fallu un petit peu improviser. Bon, en même temps, comme ça, il était à fond dans la peau du personnage. Il était tellement investi d'ailleurs qu'il a perdu 7 kilos pour la séquence de la capsule, parce qu'il voulait vraiment avoir l'air maigre de fou en sortant, et il est même allé jusqu'à se raser intégralement. Ses cheveux, ses jambes, ses sourcils, absolument tout, vu que c'était le dernier jour de tournage. Tournage qui, par le plus grand des hasards, s'est terminé à 1h01, qui est littéralement le numéro d'appartement de Neo qu'on voit au début du film sur sa porte. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à t'apprendre sur Matrix. Putain, en fait, c'est vachement dur ce truc, je me souvenais pas que c'était aussi fort. Ah, c'est terrible, je viens de me luxer l'épaule. Merci encore à Oli d'avoir sponsorisé cette vidéo. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, à laisser un pouce bleu si elle vous a plu, ça me ferait vraiment plaisir, à commenter potentiellement avec votre anecdote préférée ou avec ceci. Ce texte-là que je vous donne. Je sais pas ce que je vais mettre, mais la moitié du montage va beaucoup s'amuser, je pense. Et à la partager sur les réseaux en me taguant @ClaraRunaway, que ce soit sur Twitter ou Instagram. Je vous vois dans les deux cas à la sortie de la vidéo, ça me fait toujours trop plaisir, donc merci beaucoup pour ça. D'ailleurs, il y aura probablement une surprise sur Instagram dans les prochains jours, je ne vous en dis pas plus, mais je pense que me suivre peut être une très bonne idée. Je suis trop contente d'avoir pu vous raconter ces anecdotes-là, parce que c'est celles que je préfère sur le film, et... en plus de ça, vous vous en doutez, mais ça m'avait vraiment manqué. J'espère que vous avez découvert plein de trucs en tout cas, ou que ça vous aura donné envie de revoir Matrix. Prenez soin de vous, buvez du thé, buvez de l'eau, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Vous êtes au top!